De retour dans l'Africa News, nos éditorialistes, Alfred Chango et Malik Acher sont toujours avec nous et Monsieur Sarr, écrivain et auteur de Terre Sainte, est également toujours autour de ce plateau. C'est dans un stade de Dar es Salaam qu'a eu lieu l'investiture du président tanzanien récemment élu, John Magufuli, sous fond de polémiques liées à l'annulation des élections à Zanzibar. C'est un sujet de Paul de Singwe. John Magufuli entame son premier mandat à la tête de la Tanzanie. Le nouveau président de la République a prêté serment ce jeudi en présence de nombreux chefs d'État. Vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2015, le nouveau chef de l'État appelle ses concitoyens à l'unité nationale. Laissez-moi exprimer ma profonde gratitude à tous les Tanzaniens, aux partisans du CCM, de l'opposition et à ceux qui n'ont aucune affiliation politique. Je promets de remplir mes engagements de campagne, mais nous devons travailler ensemble. Faisons tout notre possible pour garantir la paix et l'unité nationale. Les défis qui attendent le nouveau président de la République sont nombreux. Lors de la campagne présidentielle, John Magufuli avait promis d'améliorer le niveau social des Tanzaniens. Le chef de l'État devra s'attaquer à la corruption qui gangrène l'économie du pays, mais surtout résoudre la crise post-électorale qui touche l'île de Zanzibar. On m'a donné cette opportunité et pendant 10 ans, j'ai travaillé au mieux de mes capacités pour construire notre nation. Le temps est maintenant venu de laisser mon pays pacifiquement aux mains de son prochain leader. Pour la première fois dans l'histoire du pays, la vice-présidence sera occupée par une femme, Samia Suluhu Hassan, originaire de Zanzibar. Alfred, une prestation de serment alors que la crise à Zanzibar due à l'annulation du scrutin n'a toujours pas été réglée. Qu'en pensez-vous ? Il fallait bien un successeur à Jakaya Kikwete. Mais on sait aussi comment souvent les élections sont mal organisées en Afrique, à Zanzibar en particulier. Ça a été vraiment le cafouillage total. À croire que à Zanzibar, on ne s'était pas attendu à ce qu'il y ait l'élection présidentielle. Donc il y a là une interrogation sérieuse. Mais enfin, ma foi, qu'à cela ne tienne, il y a un président qui est là. À Zanzibar, on réglera le problème. Mais il était vraiment quand même urgent que la Tanzanie ait un président, un chef à la tête. Jakaya Kikwete comme ça se retirer. Et puis ça a permis aussi d'éviter que, comme cela est souvent le cas, l'opposant qui a perdu l'élection s'autoproclame et puis ne reconnaît pas et puis qu'il s'engage justement à la déstabilisation du pays. Là, on a coupé court et puis c'est une prestation de serment devant les chefs d'État de la région, ce qui est une très bonne chose. On a quand même l'ancien Premier ministre et adversaire de John Magufuli, Edouard Lowassa, qui ne reconnaît pas sa défaite. Oui, et comme disait Alfred, il y a un jeu dangereux qu'il ne faut pas, je pense, commettre lorsqu'on est après des élections. Il a même, je pense, si c'est une déclaration qui est vérifiée, il a même dit qu'il passerait par la fenêtre pour rejoindre le palais présidentiel. Donc c'est vraiment, j'ai jamais vu ça pour ma part, mais c'est quand même irresponsable de sa part. On a quand même un État de la Tanzanie qui, malgré les conflits qui ont surgi ces dernières décennies, un État qui quand même, sur le plan de l'alternance, sur le plan des élections du moins, ne marche pas trop mal. Il n'y a pas eu forcément de grands problèmes lors des élections, même si c'est toujours le parti au pouvoir qui est encore conduit. On n'a pas eu de heurts majeurs lorsqu'il y a eu des élections. Donc j'espère qu'on va continuer dans cette voie, d'autant plus que la Tanzanie a beaucoup de défis à réaliser, des défis sociaux notamment, et donc je pense que la stabilité politique pour ce pays est nécessaire. Alfred, quels sont les chantiers prioritaires auxquels devra s'attaquer le nouveau président John Magufuli ? Déjà, le premier défi, le premier challenge, c'est vraiment d'assurer l'unité du pays. Ça a été le combat, le premier vraiment du premier président, Mwalimu Julius Nyerere, et puis tous ses successeurs ont travaillé pour l'unité de la Tanzanie, et c'est pourquoi ce qui se passe à Zanzibar est quand même inquiétant. Donc il y a ça, et puis c'est toujours le même problème, le redressement économique du pays, et puis la répartition équitable des retombées de la croissance. C'est sur ce terrain-là qu'il doit beaucoup travailler, politique, pour remettre tout le monde dans l'esprit de l'unité. Sur le plan économique, pouvoir, pas seulement sur diversifier l'économie, pas seulement sur le tourisme.
Et la République démocratique du Congo voit sa croissance économique à la baisse. Elle s'établira autour de 9% pour l'année 2016. Pour y parvenir, les autorités veulent se défaire de la dépendance à l'industrie minière. Un défi de taille, comme nous l'explique Arwa Barkala. La République démocratique du Congo à l'épreuve du ralentissement économique mondial pour l'année 2016. Les autorités congolaises ont revu à la baisse leur prévision de croissance. Elle sera finalement de 8,4% en 2015, en cause la chute du prix du cuivre. En septembre 2015, la société Glencore, qui assure 15% de la production de cuivre, annonçait l'arrêt temporaire de ses activités. Nous avons justement un des impondérables qui aurait pu arriver à n'importe quel moment. Le ralentissement de l'économie mondiale et de la demande, le besoin de diversifier l'économie non seulement pour répondre de manière structurelle à cette crise, mais également pour assurer une inclusivité et une réduction de la vulnérabilité. Le ralentissement de la croissance congolaise démontre sa dépendance vis-à-vis du secteur minier, mais les efforts économiques du gouvernement pour l'application de sa politique sociale pourraient avoir un impact conséquent sur la population rurale, directement exposée à l'extrême pauvreté. 80 millions d'hectares de terres arables en République démocratique du Congo, moins de 10% à l'exploitation. Et l'exploitation agricole au Congo est essentiellement une exploitation de subsistance. Il y a une initiative du gouvernement qui fait un parc agro-industriel. C'est un modèle à perfectionner, à multiplier en République démocratique du Congo. Mais il faut aussi savoir que 80% de notre population vit en milieu rural. Et donc, de mon point de vue, si nous désirons faire une intégration économique, il faut donc aller chercher la croissance là où elle est, en y amenant de la performance et en la connectant au marché. En plus du secteur agricole, les autorités espèrent renforcer le climat des affaires et celui des énergies renouvelables. Le pouvoir souhaite voir le taux de croissance passer la barre des 9% en 2016. Le gouvernement a déjà revu son budget à la baisse à 8 milliards de dollars, soit 1 milliard de moins que son budget 2015. Refonder le climat des affaires, le rendre favorable pour la République démocratique du Congo, miser sur le secteur agricole, se défaire de la dépendance minière, ça fait beaucoup de chantiers pour la République démocratique du Congo. En effet, Amira, ça fait beaucoup, mais je dirais là, ce sont des vieilles lunes. Qu'on nous resserre chaque fois. C'est depuis toujours, depuis l'indépendance de ces pays, que tous les présidents qui se sont succédés, que ce soit Kasavubu, mais c'était le roi Mou, Mobutu, Kabila père, aujourd'hui le fils, tous ont rencontré cet écueil-là, que l'économie du Congo, de l'ex-colonie belge, puis du Congo indépendant, Zaïre, est trop dépendante du cuivre. Lorsque le cours du cuivre s'effondre, c'est toute l'économie qui s'effondre. En 1973 déjà, l'effondrement du cours du cuivre avait entraîné la dégringolade du Zaïre monnaie et puis de l'économie déstabilisée complètement. Bien sûr, après, Mobutu avait commis la bêtise de zaïrianiser l'économie, ça avait précipité ce pays-là dans le gouffre. Aujourd'hui encore, mais l'analyste qui est passé l'a très bien rappelé, c'est un pays qui est à 85% agricole. Mais pourquoi est-ce qu'on ne cultive pas la terre? Parce que c'est une source essentielle justement de revenus et de croissance. Merci Alfred d'avoir été avec nous ce soir. Mais c'est un bonheur de vous avoir retrouvé sur ce plateau de l'Africa Newsroom. Et puis merci à mes très chères téléspectatrices de leur accueil. Merci à vous Malik. Merci Amira, un plaisir comme à l'accoutumée. Merci à vous également, Monsieur Sarr. Je rappelle que vous êtes écrivain, auteur de Terre Sainte, paru chez Présence africaine. Vous avez reçu le prix Amadou Kourouma pour votre ouvrage. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de l'Africa Newsroom, mais ce n'est pas fini. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, de nouveaux débats, de nouvelles analyses en cette semaine consacrée à la littérature africaine. À très vite.